Bonsoir. Eh bien, bienvenue à tous pour cette première Moderne classe. Alors, moderne, c'est le terme donc choisi par Thierry Raspail, proposé pour les 3 biennales à venir, celle qui est passée, celle qui arrive en septembre, et puis celle d'après. Alors, pour arriver équipé et prêt pour cette prochaine édition proposée par Emma Lavigne en septembre, nous avons invité Cyril Brett, professeur en histoire de l'art à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, pour une approche théorique qui va à la fois balayer le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, la littérature, les arts, et j'espère qu'avec lui, en 3 séances, nous arriverons prêts et on s'y retrouvera un peu mieux dans ce terme de moderne. Alors les prochaines dates sont à noter le 17 mars, les vendredis toujours, et le 7 avril. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc vous aurez compris que je suis une espèce de coach en modernité, et la tâche est un peu compliquée quand même. Parce que, évidemment, la manière dont le champ de l'art contemporain, depuis déjà une dizaine d'années, reformule la question de la modernité, n'a rien à voir avec les représentations communément admises du terme, qui sont des représentations que tout un chacun a apprises, notamment dans sa fréquentation de la plupart des grands noms de l'histoire de l'art du XXe siècle, et puis aussi dans sa fréquentation d'institutions scolaires qui tient un discours sur la modernité et qui enseigne un discours sur la modernité. Or, 3 séances, vous verrez que ça va déjà être compliqué compte tenu de du caractère éminemment multidimensionnel de ce concept, qui est davantage une planche à savonner que quelque chose de bien robuste et qu'on peut saisir comme ça de manière positive et dont on peut dire des choses de manière ferme et définitive. En réalité, j'ai découpé les 3 séances à travers 3 temporalités qui recoupent 3 manières, 3 angles ou 3 espaces logiques à partir desquels ont été reformulés différemment le concept de modernité. Je vais partir aujourd'hui de la base, le moment où la modernité s'invente, et plutôt que de tenir un discours qui viendrait d'une histoire de l'art professionnelle portée sur les débats artistiques de l'époque, l'idée était plutôt pour aujourd'hui de faire remonter les choses en partant des débats artistiques eux-mêmes, des œuvres, et des prises de position des uns et des autres et de figures relativement importantes et connues de cette histoire, Apollinaire, Baudelaire, Cézanne, etc. etc. Et j'ai choisi de placer cette séance, c'était pour articuler littérature et histoire de l'art, parce que avec la modernité, on déborde très largement le champ des arts visuels. C'est un phénomène multipolaire qui est d'abord un phénomène social avant de relever d'une démarche esthétique. Et j'ai voulu placer cette séance sous les auspices de 3 écrivains. Le premier, c'est Baudelaire. Baudelaire parce que il a écrit un certain nombre de textes, à la fois dans les contemplations, c'est-à-dire des textes qui relèvent du champ poétique, mais aussi des écrits qui relèveraient de la critique d'art, par lesquels il a tenté de saisir et de formuler quelque chose de l'ordre de la modernité telle qu'elle s'est constituée à cette époque-là. C'est l'une des chevilles ouvrières, l'une des premières chevilles ouvrières du concept de modernité. Le concept de modernité ne préexiste pas
à l'utilisation qu'en font les acteurs à cette époque, parmi lesquels un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de peintres qui vont débattre de ce terme et de ce qu'il faut y mettre ou de ce que ce terme va recouvrir. Et parmi ceux-là, il y en a qui parlent plus fort que d'autres. Et bien Baudelaire a parlé très fort. Il a parlé très fort à tel point que dans nos imaginaires collectifs, il reste attaché à cette histoire de la modernité dans la littérature, mais même aussi dans ce qu'il a dit d'un certain nombre d'artistes de l'époque. Et puis, avec Baudelaire, on est dans le milieu des années, on est dans le milieu du 19e siècle. Donc c'est à peu près conforme à la fourchette à laquelle je vais m'astreindre aujourd'hui. Pour aller jusqu'en 1914, je vais chercher Apollinaire. Alors, on est à nouveau chez quelqu'un qui a à peu près le même positionnement, à la fois poète et à la fois critique d'art. Fervent défenseur d'un certain nombre d'artistes représentatifs de la modernité, les cubistes, les futuristes, etc., etc., mais aussi quelqu'un qui a ardemment cherché à produire une poésie résolument moderne. Bref. Et le troisième ouvrage littéraire qui me sert presque de guide pour les 3 séances, qui est vraiment un texte total, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil. Roman inachevé, en 2 volumes, 3000 pages, ça peut occuper des longues soirées d'hiver, pendant plusieurs hivers parfois, mais c'est vraiment un ouvrage fondamental de la culture européenne du début du XXe siècle. Les 2 tomes n'ont pas été publiés tout à fait dans la même période, mais la particularité de L'homme sans qualité, c'est qu'il met en scène la pluridimensionnalité de ce qu'on peut qualifier de modernité. Il nous donne à voir une société qui s'apparente un petit peu à l'Autriche-Hongrie de la veille de l'entrée en guerre en 1914, traversée par des mouvements centripètes, par des conflits très forts entre une noblesse attachée à un ordre ancien, à un ordre moral, social, etc. Déjà, les puissances de l'argent, des puissances industrieuses qui s'affrontent, et une perte de repères intellectuels extraordinaire qui est l'endroit d'où tout part. Et je voudrais commencer par vous lire le premier paragraphe de l'Incipit, l'entrée en matière de L'homme sans qualité. Premier chapitre, d'où, chose remarquable, rien ne s'ensuit. On signalait une dépression au-dessus de l'Amérique. Elle se déplaçait d'ouest en est en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie et ne manifestait encore aucune tendance à l'éviter par le nord. Les isothermes et les isotères remplissaient leurs obligations. Le rapport de la température de l'air et de la température annuelle moyenne, celle du mois le plus froid et du mois le plus chaud, et ces variations mensuelles apériodiques étaient normales. Le lever, le coucher du Soleil et de la Lune, les phases de la Lune, de Vénus et de l'anneau de Saturne, ainsi que nombre d'autres phénomènes importants, étaient conformes aux prédictions qu'en avaient faites les annuaires astronomiques. La tension de vapeur dans l'air avait atteint son maximum et l'humidité relative était faible. Autrement dit, si l'on ne craint pas de recourir à une formule démodée, mais parfaitement judicieuse, c'était une belle journée d'août 1913. C'est un roman qui est une entrée en matière dans le maelstrom de la modernité et qui commence par un exposé météorologique. La météorologie étant par nature la science des forces de convection, de l'insaisissable, et quand on vous annonce un anticyclone, il n'est pas rare de voir débouler de la tempête, etc., etc. Évidemment, c'est une entrée en matière métaphorique, et même si rien ne laissait présager que dans ce ciel de 1913, une bourrasque allait advenir, c'est bien quelque chose qui advient durant tout le roman, durant les 3000 pages de ce roman.
c'est une bourrasque qui a nom de modernité. Le terme n'est quasiment jamais employé dans le roman, mais on y découvre une multitude d'acteurs, de personnages, qui cherchent à se dépatouiller de leur époque, qui cherchent à se dépatouiller des profondes transformations de l'époque. Évidemment, il y a un lieu dans lequel s'ancre cette réflexion littéraire sur la modernité, c'est la ville. Et ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est des villes qui sont des villes représentatives, exemplaires de la modernité. On en évoquera quelques-unes ce soir. C'est Vienne au tournant du XXe siècle. C'est Paris et les passages parisiens vantés par Walter Benjamin. C'est la ville en tant qu'elle est le lieu de l'industrie, le lieu des transformations dans les circulations urbaines, le lieu de l'art, le lieu des universités, des échanges intellectuels, et le lieu surtout d'une perpétuelle transformation qui va aller s'accentuant durant tout le XXe siècle, si l'on en croit les analyses publiées bien plus tard de Hartmut Rosa sur les rapports entre aliénation et accélération au XXe siècle, qui est un sociologue qui dresse une généalogie d'un phénomène général advenu dans les sociétés contemporaines entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, qui est une tendance, non pas l'accélération du temps, le temps est une constante en physique d'une certaine manière, puisqu'elle est corrélée à la vitesse de la lumière qui n'est pas toujours à la même vitesse, mais plutôt c'est notre rapport au temps qui s'accélère. Et vous voyez qu'au XXIe siècle, on est loin d'être sorti de cette question. On est même à des niveaux d'accélération extraordinaires. Donc c'est la ville. Et cette fois, c'est Apollinaire que je vais chercher, parce qu'Apollinaire a rédigé un poème extraordinaire qui est là aussi un monument de la modernité littéraire en langue française, c'est Zones, dont je vais vous lire quelques lignes. À la fin, tu es lasse de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des pombelles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de Port Aviation. Seul, en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient. D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes, plein d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes. Du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour y passent. Le matin, par 3 fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaient. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes. Donc, voilà, Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des pombelles, la métaphore est restée génialement connue. Il y a à la fois dans cet engagement poétique la réhabilitation, enfin la reconduction d'une poétique qui est tout à fait commune, on pourrait dire académique, celle du trope, de la métaphore, etc. Mais un trope qui sort des canons de l'académisme au sens où elle crée des analogies visuelles nouvelles et elle va notamment s'intéresser à des champs que l'esthétique littéraire auparavant négligeait en grande partie, l'esthétique de l'ordinaire, du quotidien, du lieu de la ville industrielle, etc. etc. Alors, voilà les 3 grandes assertions que je vais essayer de garantir ce soir. L'idée est que
On va passer d'un tableau à un édifice architectural, etc. C'est un petit itinéraire forcément éminemment lacunaire dans la période et la modernité. Mais je vais quand même essayer de soutenir 3 assertions. La première, c'est que la modernité n'existe pas en dehors des récits, des artefacts esthétiques et des stratégies discursives, évaluatives au sens de systèmes de valeurs, qui l'ont fait, et je rajoute entre parenthèses, et qui continuent de la faire exister comme telle. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque chose qui relève d'un imaginaire social, et que cet imaginaire social n'existe aujourd'hui que parce qu'il a été construit par un certain nombre d'acteurs dont on va parler ce soir, qui sont des artistes, des écrivains, etc. Et que, d'une certaine manière, ces acteurs ont gagné une forme de guerre culturelle. De sorte que cet imaginaire social s'est imposé, s'est sédimenté, et on essaiera de voir, à travers quelques focus, la manière dont cet imaginaire social a pu se sédimenter. Et ce récit qui produit cette construction de cet imaginaire social, il a un certain nombre d'appuis. D'abord, une conception de l'histoire, du progrès, du rôle politique et social relativement nouveau à l'époque, accordé à des champs comme la science, la technique, l'industrie. Et là, je vais évoquer quelque chose d'éminemment compliqué, c'est la fourchette temporelle. Parce que la modernité est complexe, c'est un concept compliqué. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur les fourchettes à donner à ce terme qui n'est pas à proprement parler une période. En tant qu'historien, le mot moderne en tant que période, c'est la période moderne, celle qui est un consensus historique, une espèce de borne qui nous fait basculer de la fin du Moyen-Âge dans la période qu'on dit moderne, c'est-à-dire à partir, pour la vision européocentrée de l'histoire, les grandes découvertes, et qui nous emmène jusqu'à la Révolution française. Après la Révolution française, on bascule dans la période dite contemporaine. Alors, si vous lisez les livres de certains historiens, notamment un livre dont j'ai oublié le titre, mais que Jacques Le Goff avait publié peu de temps avant sa mort, il y a un certain nombre, ces bornes sont en débat. Du point de vue de l'histoire globale et de l'idée qu'il faut reconnecter un certain nombre d'histoires et de points de vue qui ne sont pas tous universellement valables au même moment dans l'histoire, ont déjà creusé, je dirais, la tombe de ces bornes qui ont été imposées par l'Europe au reste du monde au détriment d'une pleine intelligibilité des phénomènes sociaux qu'ils décrivent. Et puis, d'autre part, ce ne sont jamais que des bornes qui ont été construites d'abord pour des raisons didactiques et en rapport avec l'institution scolaire, mais qui ne sont pas forcément, là encore, des vecteurs de sens historique. Jacques Le Goff, par exemple, était vraiment très critique vis-à-vis de ces bornes, parce qu'évidemment, quand on regarde la Renaissance, la fin du Moyen-Âge, on voit bien que ces espèces de cases qu'on construit, que les historiens construisent entre la fin du gothique et c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus poreux, beaucoup plus dynamique, en fait, ce qui s'est passé, que la vision qu'en donnent ces bornes un peu strictes. Donc, premier problème avec le concept de modernité, c'est qu'il s'oppose à un concept historiographique, qui est l'époque moderne, qu'il ne recouvre pas, puisque l'époque moderne, stricto sensu, c'est 1492-1789. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce moderne-là dont on parle ? C'est un concept qui est un concept philosophique et esthétique qui a voulu fonctionner comme époque. Et c'est déjà très ambigu. Que des gens, que des théoriciens ont voulu construire comme faisant époque. Imaginons qu'on aille dans le sens de ces théoriciens, quelle borne lui donner ?
est-ce qu'on fait commencer, c'était ce qui était communément admis pendant très longtemps à l'impressionnisme, la question de la modernité, en considérant que l'impressionnisme est le lieu d'une rupture importante avec le champ de l'art qui lui préexistait, et que cette rupture ouvre une perspective dans laquelle se construit ce récit de la modernité. Bon, et c'est aussi beaucoup plus compliqué que ça, parce que y a une porosité qui est beaucoup plus grande entre les académies et ceux qu'on appelle les impressionnistes que ce que les récits veulent bien nous en dire. D'autre part, est-ce que Courbet, auparavant, n'avait pas, lui aussi, rué dans les brancards vous voyez, c'est toujours la question de ces bornes, hein, on ne sait jamais comment Alors, 1848, pourquoi? Eh bien, 1848, je me suis fondé sur l'ouvrage le plus récent, de Béatrice Joyeux-Prunel, joyeux comme joyeux, l'adjectif, trait d'union Prunel, P-R-U-N-E-L. Les avant-gardes artistiques 1848-1918, une histoire transnationale, qui est une synthèse historique de très très grande qualité, avec laquelle j'ai quelques réserves, mais pas beaucoup, qui vient de paraître, qui date de l'année dernière, 2016, et qui considère que le marqueur historiographique le plus décisif, c'est l'articulation entre la révolution de 1848 en France et l'émergence de la figure de Courbet, et ce que produit l'œuvre de Courbet et la figure sociale de Courbet sur ses successeurs au XIXe siècle dans le champ français. Alors la nouveauté de ce travail, qui lui a pris une bonne dizaine d'années, c'est que, à la différence de la plupart des synthèses historiques qui restaient dans un cadre national, on fait souvent de l'histoire de la peinture française, vous voyez, elle pense vraiment les choses à la manière dont on la pense en histoire connectée ou en histoire globale, à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Pas au-delà de l'Europe, parce que vous allez vite comprendre au-delà de ces séances que ce récit de la modernité, il est européocentré, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur dans le sens, c'est pas plutôt, ces mots sont mal choisis. En tout cas, le meilleur est mal choisi, peut-être le pire est davantage plus pertinent, mais si vous voulez dire que la plupart des pays européens ont lu Aristote, Hegel et Kant, c'est bon, voilà, et que un certain nombre de théories esthétiques qui construisent la modernité se réfèrent à des écrits comme ça, voilà, pas de problème. On voit bien ce qui fait communauté dans ce type de dispositif. En revanche, la modernité est aussi un discours en partie colonial, viriliste, qui s'est construit sur l'exclusion des femmes, et ça, il faut bien aussi le prendre en compte. Et qui s'est construit sur l'exclusion ou l'intégration, mais de manière infériorisée, d'artefacts culturels extra-européens. Je vous renvoie aux récits et aux analyses qui ont été publiées dès le début du XXe siècle, hein, sur les rapports entre la sculpture africaine et le cubisme, par exemple. Avec d'emblée deux courants différents, un courant anticolonial qui reconnaît finalement dans la sculpture africaine un art de plein droit et une subjectivité égale à la subjectivité européenne, et puis une autre qui ne voit qu'un répertoire de formes et au fond quelque chose qui n'a pas de contenu historique. Vous voyez, la petite ancienne de l'histoire de l'Afrique qui ne serait pas rentrée dans l'histoire du discours de Sarkozy a des racines très anciennes. Et ces racines ont aussi passé dans un certain nombre de discours théoriques dans le champ de l'esthétique, de la littérature, etc. Donc c'est très compliqué ces bornes. 1870, 1848, la bataille est féroce en ce moment, puisque le livre de Béatrice Joyeux-Prunel est récent, d'autant qu'elle tord le cou aux avant-gardes historiques, qu'elle achève du coup près de 1914. Ça reste vraiment
une étude majeure que je vous recommande. La seule réserve que j'ai, c'est qu'elle minore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse de l'intrication entre l'esthétique et le politique. Mais on va y revenir. La deuxième assertion que je soutiendrai, c'est que cette mise en récit, elle est le fruit des débats artistiques qui traversent les sociétés européennes à cette époque et qui exemplifient certaines œuvres littéraires ou plastiques. Quand je dis exemplifier, c'est un terme que j'emprunte à un philosophe américain qui s'appelle Nelson Goodman. Le terme d'exemplification, il le décrit comme fonctionne un échantillon de tissu. C'est la référence plus la propriété. Ça réfère à la modernité, en même temps, ça en a toutes les propriétés. Musil, vous avez toute la modernité dans Musil. D'une certaine manière, la prose du transsibérien de Blaise Cendrars ou Zone d'Apollinaire, etc., c'est aussi, de manière ramassée, et quelque chose qui met en pelote toute la modernité dans une série de vers qui n'est pas si ample que ça, mais tout est quasiment là. Donc il y a des œuvres qui ont ce caractère exemplaire, et vous les connaissez. C'est Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, c'est Le Déjeuner sur l'herbe, c'est des œuvres qui ont acquis un caractère presque mythique. Et j'emploie le terme, je le souligne, mythique dit bien quelque chose de l'ordre du récit, mais d'un récit qui peut aussi forcer la main à l'histoire, qui a une puissance d'agir bien plus importante qu'un obscur article d'un historien publié dans une revue que seuls quelques historiens de par le monde vont lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Donc, il y a des œuvres qui les exemplifient, des œuvres littéraires, plastiques, et ces œuvres ont aussi un rapport réflexif, elles témoignent d'un rapport réflexif aux mutations du monde alors en cours. Et enfin, la troisième assertion concerne la question des avant-gardes. Il est difficile de parler de modernité, d'envisager la modernité, même dans cette période-là, 1840-1914, sans croiser la question des avant-gardes, qui ne se superpose pas à la modernité, qui lui est corrélée, qui est dans un rapport dynamique au concept de modernité, mais qui ne s'y subsume pas totalement. Donc il faut essayer de voir ce qui se passe avec les avant-gardes. Alors les avant-gardes historiques seraient, si vous voulez, une espèce d'espace logique qui ont fait de ce récit de la modernité une véritable idéologie. Ils ont fait du récit de la modernité une idéologie. La grande différence entre quelqu'un comme Marinetti, ou même, si je déborde mes bornes, quelqu'un comme André Breton, et même Apollinaire. Chez André Breton, il y a une idéologie de la modernité. Et aussi une critique du modernisme, mais c'est une autre histoire. Donc, et cette idéologie, sa nouveauté, c'est qu'elle va choisir de corréler, d'allier ensemble des visées politiques et artistiques. Et pour moi, c'est vraiment dans le futurisme que cette liaison se construit de la manière la plus flagrante. Alors, elle a des signes avant-coureurs. Si on va chercher du côté des néo-impressionnistes, on sait que Félix Fénéon, le critique d'art, qui était l'un des accompagnateurs du néo-impressionnisme, du divisionnisme de Signac, etc., était un fervent anarchiste, fonctionnaire au ministère de la Guerre, tellement anarchiste d'ailleurs qu'il pouvait passer l'essentiel de son traitement de fonctionnaire à financer des revues en exil, alors même que l'objectif de son ministère était de lutter contre la propagation des idées anarchistes en France. C'était les revues de Zodaxa, c'était voilà, c'est la fin du 19e siècle, c'est le grand moment de l'anarchisme dans la pensée française, qui s'arrête avec les attentats des années 1890. Et quelqu'un comme Signac est un artiste qui revendique une position politique socialisante et anarchiste. Voilà. Et qui le revendique de manière beaucoup plus claire
que ça n'a jamais été revendiqué par ses prédécesseurs de la génération des impressionnistes. Donc, voilà, comment se constitue cet espace logique de l'avant-garde, cette articulation entre le politique et l'esthétique, et dans un but bien précis, le but des avant-gardes, c'est de faire histoire. C'est vraiment de faire histoire. C'est d'imposer, d'une certaine manière, aux historiens un récit historique. Et ça, j'essaierai de vous le montrer avec le futurisme, hein, c'est vraiment une ambition qu'ils ont chevillée au corps et qui accompagne cet espace logique de l'avant-garde. Avec ces avant-gardes, il faut aussi se poser la question de la sédimentation historique progressive du récit moderne et des différents acteurs qui permettent cette sédimentation historique. Les critiques, les marchands d'art, les musées. Le cas du MoMA est relativement exemplaire. MoMA, créé en 1929, et dès l'année suivante, il y a une grande rétrospective Cézanne. Et le MoMA, sous la direction de Barr, qui était son premier directeur et critique d'art vraiment soucieux de modernité, qui a construit le projet de MoMA comme un musée de l'art moderne, et ben, il va écrire cette histoire. Il va l'écrire en relation avec les artistes, les marchands, les critiques, qui sont tous, au fond, des militants de la question moderne. Et ça, c'est une autre manière de sédimenter l'histoire, vous voyez, et de la sédimenter, voilà, bref. Alors, dans les arts, la modernité, c'est un terme polymorphe, au contour imprécis, parce que la modernité, on en parle déjà pour qualifier cette période historique qui démarre à la Renaissance, avec, chez un certain nombre d'historiens de l'art qui ont été les premiers à travailler sur cette période, hein, cette idée qu'on sort d'un âge médiéval obscur et que la modernité, c'est Apollon qui vient de ses rayons darder la rationalité du monde. Enfin bref. Donc, quand Baudelaire utilise le terme de modernité dans les années 1850-1860, il le fait avec déjà un arrière-plan. C'est-à-dire que ses contemporains ont déjà un certain nombre de choses en tête. Ils ont quelque chose qui les renvoie à la Renaissance. Ils ont quelque chose qui les renvoie à la querelle des anciens et des modernes à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a déjà une tradition européenne que qualifie l'adjectif moderne d'une articulation aiguë entre actualité de l'expérience, du rapport au monde, et puis un rapport critique à des modèles hérités, notamment le modèle gréco-romain. Ça n'a pas commencé au XIXe siècle. Si vous lisez Boileau, Perrault, ces Charpent à la fin du XVIIe, vous êtes déjà dans une question de cet ordre-là. Donc, la modernité n'est pas quelque chose qui se crée ex nihilo comme ça au XIXe siècle. Baudelaire est le produit aussi d'une éducation, d'une époque, d'une histoire littéraire, et si vous voulez, il remobilise un concept qui a déjà une histoire littéraire. Si on élargit un petit peu la focale et qu'on regarde à l'extérieur des arts, ce qui va être décisif dans ce que ces différents théoriciens vont mettre derrière ce terme de modernité, déborde très largement le champ littéraire ou esthétique. C'est d'abord aussi un rapport à des mutations sociales, des transformations en cours depuis le début du XIXe siècle, au premier rang desquelles la révolution industrielle. La révolution industrielle qui transforme de manière importante les modes de vie et qui fait changer de catégorie sociale des parts importantes des populations de la plupart des pays européens, qui sortent de la ruralité pour rentrer dans ce qu'on commence à appeler la classe industrieuse, qui deviendra la classe ouvrière, etc. Qui
par des campagnes pour aller le long des voies ferrées et en gros dans les centres urbains habités près des outils de production. Cette révolution industrielle, elle est elle-même associée à une idéologie politique qui l'attend à bout de bras. C'est en France notamment, et c'est une idéologie politique qui est essaimée dans toute l'Europe, le saint-simonisme. Le saint-simonisme, on l'associe généralement à ce qu'on appelait auparavant des socialismes utopiques. C'est une idéologie un peu particulière qui repose sur une idée de méliorisme social, d'amélioration de la société par l'innovation scientifique et technique. Et c'est le premier creuset idéologique, on pourrait presque dire, de l'idée de croissance. L'idée, vous voyez, dans le saint-simonisme, on théorise très vite l'idée selon laquelle quand vous créez un axe de communication comme une voie ferrée, économiquement, ça produit une structuration économique le long de cet axe, etc. Et la structuration économique et industrieuse produit une organisation sociale qui fait sortir de la misère, etc. Associé à la fin du 19e siècle à l'hygiénisme, vous avez des assemblages idéologiques vous voyez, qui vont produire plusieurs décennies plus tard, une idéologie du progrès. Et alors à Lyon, on est vraiment dans un endroit qui a été un des foyers importants de cette pensée. Le saint-simonisme a été très structurant dans la bourgeoisie lyonnaise au XIXe siècle. Et au début du XXe siècle, vous avez une articulation entre un pouvoir architectural et un pouvoir politique qui met en œuvre le programme du saint-simonisme à travers les personnalités de Tony Garnier et d'Édouard Herriot. Et chez Gérard Collomb, il y a peut-être un peu de ça qui perdure aussi. En tout cas, on peut voir des grandes généalogies se dessiner. Voilà. Donc, il y a ces grandes transformations et des gens qui pensent ces grandes transformations, qui les mettent en idée et qui construisent des programmes idéologiques associés à ces transformations. Et ces théories sont très discutées. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des philosophes européens qui sont très discutés. Et au XIXe siècle, il y a un philosophe européen qui est très discuté, il continuera à être très discuté pendant longtemps, il l'est toujours, c'est Hegel. Et s'il y a bien dans l'espace logique de la modernité quelque chose de décisif, c'est une philosophie de l'histoire. La modernité a beau avoir des contours flous, être une planche à savonner, il y a bien un endroit où elle est saisissable, c'est en tant que philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire de la modernité est presque une greffe sur la philosophie de l'histoire hegelienne. Penser la modernité ou penser qu'un récit de la modernité existe, c'est imaginer que l'histoire est linéaire, qu'elle est téléologique, c'est-à-dire qu'elle progresse en vue d'une fin, sans cette philosophie de l'histoire particulière, il est difficile de comprendre le chevauchement et la suite dynamique de ismes qui sont venus peupler le monde des salons, des salles d'exposition entre la fin du XIXe siècle et 1914. Chaque nouveau mouvement étant le mouvement qui enterre le précédent et qui se voit comme donc une espèce de mouvement dialectique permanent qui progresse vers un point final qui est toujours repoussé, qui est un horizon d'attente, qui au fond est un horizon d'attente mythique, qui permet de structurer une tension dynamique. Mais vous voyez, sans cette philosophie de l'histoire, il est difficile de réfléchir à la modernité. Cette philosophie de l'histoire, par exemple, elle est essentielle aux avant-gardes. Évidemment, chaque avant-garde historique prétextant être la dernière, celle qui accomplit le mouvement final de l'histoire, qui est la société sans classe, ou alors là, il y a eu tout un tas de formulations différentes, mais ce qui signale l'avant-gardisme et
l'idéologie moderne de l'avant-gardisme, c'est bien cette philosophie de l'histoire. Cette philosophie de l'histoire, elle s'est trouvée renforcée par d'autres enjeux propres au XIXe siècle. La place considérable qu'ont occupé la science et la technique progressivement au cours du XIXe siècle, et l'idéologie qui leur a été associée, à savoir le positivisme. Et vous voyez comment les choses convergent entre le saint-simonisme, le positivisme et cette idée philosophie de l'histoire. Au fond, le maître mot, c'est le progrès. Il y a quelque chose qui progresse vers un mieux-être moral et social. Et donc, l'innovation scientifique et technique ne peut que nous amener vers un mieux-être moral et social. Ça, c'est un récit qui va se fracasser très durement sur Hiroshima. Et je vous renvoie à un certain nombre d'écrivains, de cinéastes qui ont formulé artistiquement la manière dont ce récit s'est fracturé avec les bombes nucléaires jetées sur le Japon à la fin de la guerre. Mais, en tout cas, entre 1848 et 1914, on est dans le moment où ce récit se structure. Et ce moment où ce récit se structure sur des choses qui préexistaient dans l'espace social ou dans l'histoire européenne. La grande intelligence des différents acteurs qui ont été des militants de la modernité, c'est d'avoir su saisir les convergences et les articuler ensemble et les mettre en récit et les formuler dans de la poésie, dans de la peinture, etc., mais leur donner corps et savoir se reconnaître entre eux de manière à faire corps aussi, et donc à faire histoire. Je crois que c'est cette dynamique-là qu'il faut essayer de regarder dans la modernité. La très grande difficulté, c'est que la modernité est partout dans ces années-là en Europe. On pourrait passer 10 séances sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur la France, on n'en parle pas. Si des spécialistes de Cézanne écoutaient vraiment ce que je vais vous dire ce soir, ils viendraient me rouer de coups. Enfin bref. Alors, il y a aussi quelque chose qui s'invente avec Courbet, puis après avec les impressionnistes, c'est une attitude. Une attitude qui, et alors là c'est vraiment quelque chose de très connu, mais je le rappelle, hein, qui va chercher à s'affronter aux différents espaces logiques, avec les différents espaces logiques qui sont dans un antagonisme absolu avec ces différents paradigmes que je viens d'énoncer, notamment ce rapport, cette philosophie de l'histoire, comme quelque chose de dynamique, de linéaire, de téléologique qui progresse vers une fin. Évidemment, s'il y a un lieu où on a une pensée de l'histoire totalement différente, c'est aux Beaux-Arts de Paris et dans ce qu'on appelle les académies, dans lesquelles l'enseignement est structuré sur l'imitation de périodes antérieures qui sont idéalisées. La sculpture grecque antique, etc., etc. Il ne s'agit pas tant, si vous voulez, quand on passe le prix de Rome, hein, de copier à l'identique, mais de saisir l'esprit. Il faut retrouver l'état d'esprit du génie grec, ou du génie romain, ou du génie de la Renaissance. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit que se structure l'enseignement des académies, avec des maîtres, et l'enseignement est construit un régime d'historicité, pour reprendre cette idée de François Hartog, un historien français, qui dit que les régimes d'historicité sont la manière dont des artefacts, des objets, des dispositifs articulent les catégories du passé, du présent et du futur. On voit bien que dans une académie, on a un présent qui n'existe en tant que présent que parce qu'il est corrélé au passé et qui ne construit pas une projection dynamique vers un futur. A contrario, le régime d'historicité de la modernité, c'est l'inverse. C'est
quand c'est compliqué, comme chez Baudelaire, regarder le passé au présent, de manière à tendre vers un lointain qui n'est pas un futur. Et quand il est outré, comme chez les futuristes, c'est on rase le passé, on garde le présent, on le tend comme un ressort et on va essayer de sauter le plus loin possible en allant vers le futur. 3 régimes d'historicité différents. 2 relèvent de l'espace logique de la modernité, mais vous commencez à voir qu'il y a une distinction à faire entre les artistes qu'on peut qualifier de modernes et ceux qui participent d'une idéologie avant-gardiste. Ils ne sont pas tout à fait dans la même optique dans leur rapport à l'œuvre d'art, dans leur rapport à l'histoire et dans leur rapport à la mission qu'ils assignent à leur travail et à leur positionnement social. Alors, oui, il faut quand même que je commence à vous montrer des œuvres. Je suis toujours aussi bavard. Hein. Le chemin de fer. Alors le chemin de fer, c'est typiquement Édouard Manet, voilà, une œuvre exemplaire. Alors j'ai essayé de vous en prendre une qu'on montre un peu moins que d'autres, notamment parce qu'elle est dans un grand musée américain, donc elle n'est pas souvent exposée en France. Le chemin de fer. La première distorsion qu'il faut voir dans ce tableau, c'est que le sujet énoncé par le titre n'est littéralement pas représenté dans l'œuvre. Ou alors, il faut, pour le voir, essayer de regarder au-delà des corps des 2 personnages peints, au-delà de la grille qui vient barrer votre regard, et si par hasard vous avez encore des photons de lumière qui passent, il faut traverser le halo de fumée. Voilà. C'est un premier coup de pied dans la fourmilière où, c'est-à-dire, le sujet n'est pas l'enjeu du peintre moderne. Le sujet n'est pas l'enjeu du peintre moderne. Le deuxième enjeu qui est typique de la peinture de Manet et qui lui a valu tant de scandales, c'est la frontalité du rapport avec le spectateur. Voyez comme cette femme, dont on ne sait pas trop si c'est la nourrice ou la mère ou la sœur, regarde le regardeur du tableau avec un regard qui a l'air de dire qu'est-ce que tu regardes, hein, comme si le regard du spectateur était intrusif ou comme s'il s'agissait d'un regard appuyé qui dérangeait le caractère privé ou l'intimité d'un moment de lecture ou d'un moment de... Ça, c'est ce type de jeu avec les spectateurs qui est aussi qu'affectionnent les peintres de la modernité. Parce que c'est une manière de désidéaliser le rapport à la peinture et de construire une espèce de frontalité, de rapport beaucoup plus direct. La deuxième chose, c'est cette grille. Ah, les grilles et la peinture. On pourrait faire 10 séances là-dessus. Mais enfin, la grille accompagne la modernité, c'est assez extraordinaire. La grille est quelque chose qui décompose. Cette grille, non seulement barre l'image, mais elle la décompose en unités, elle la segmente. C'est-à-dire qu'elle relève, elle construit un régime de regard de l'ordre de l'analytique. Or, s'il y a aussi quelque chose qui est consubstantiel à cette peinture moderne, c'est l'idée de renverser cet idéal de délectation rétinien qui était ce que la critique d'art du XIXe siècle, la critique de salon, vendait comme étant l'idéal de l'expérience esthétique de la peinture, au profit d'un regard analytique. L'idée étant que ce regard analytique qui se construit dans le rapport au tableau est un regard émancipé sur le monde qui permet à l'individu de saisir le sens du moderne, le sens des transformations en cours. L'inversion de la dichotomie entre le sujet et la forme. Non seulement le sujet exposé n'est donc pas représenté, mais en plus, ce que la composition vous invite à regarder davantage, c'est de la pâtisserie picturale, c'est le nœud,
l'extraordinaire jeu pictural qu'il y a dans ce nœud en soie de cette jeune fille qui est portraiturée de dos. C'est la ténuité des rapports chromatiques dans le panache de fumée. C'est etc., etc. Et puis, le quotidien. C'est une scène du quotidien. Alors, bien évidemment, dans la peinture antérieure, il y a toujours eu des scènes de genre. Le quotidien a toujours été représenté. Mais la focale sur le quotidien, l'intensification de la focale sur l'ordinaire et le quotidien, l'ordinaire de la vie, l'ordinaire du quotidien, est quelque chose qui accompagne la modernité. Souvenez-vous, Baudelaire, à une passante, la rue assourdissante autour de moi hurlait, c'est le topos de la rencontre amoureuse. Rencontre amoureuse qui était vraiment un cliché de la littérature du début du XIXe siècle, avec le romantisme qui en a fait des caisses sur le sujet, et en tout et pour tout, en termes de rencontre amoureuse, vous n'avez qu'un reflet fugace dans une vitre de bistrot. C'est ça la rencontre amoureuse de la passante de Baudelaire. Et c'est en ça que Baudelaire est résolument moderne. Il remobilise un topos de la littérature classique, entre guillemets, mais il le revitalise d'un regard résolument moderne dans lequel on a tout, la fugacité, le mouvement, l'accélération et l'insaisissable. Plus rien n'est figé et assis, mais au contraire, tout est toujours mouvant. Et c'est exactement ce qui va théoriser en tant que critique dans ce texte qui s'intitule « Le peintre de la vie moderne ». Et c'est exactement les mots de fugace, les mots de fugitif, les mots qu'il va utiliser. Et le panache de fumée. La modernité a souvent à voir avec les gares, avec les locomotives et les voies ferrées. On est une trentaine d'années avant un célèbre film des Frères Lumière. La locomotive est devenue, entre les années 1860 et les années 1930, la métonymie absolue de la modernité. C'est l'entrée dans une ère machinique, c'est l'industrie, c'est le rapport à l'énergie, au déplacement, et il y a une sorte de fascination machinique pour le système de la machine à vapeur, etc., qu'on va retrouver dans les machines célibataires de certains peintres, dans l'attention au machinisme qu'il peut y avoir chez Picabia, chez Duchamp, etc. Dans les mêmes eaux, Paul Cézanne, le pot de Mincy près de Melun. J'ai évité la Sainte-Victoire. Ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est la planéité de la rivière. Je suppose que c'est une rivière, j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est une rivière qui est rigoureusement étale, dont la surface de l'eau est rigoureusement étale, et en étant rigoureusement étale, elle permet l'effet miroir. Or, l'effet miroir, là encore, est une métonymie assez explicite de ce qui est en jeu dans la peinture moderne. C'est une réflexivité de la peinture sur la peinture. Si la peinture se désintéresse du sujet, c'est bien pour s'intéresser à son propre langage et à ses potentialités de figurer, à ses potentialités d'être un langage. Et si on peut regarder une partie de l'histoire de la peinture de cette période comme une espèce de quête éperdue et d'un minimum vital du pictural, qui irait jusqu'à Malevich, qui irait jusqu'à des formes extrêmement élémentarisées, ténues, voire monochromes, si je remonte jusque dans un peu plus tard, vous voyez qu'on creuse le médium pictural. Et en le creusant, on explore ses capacités symboliques,
son vocabulaire plastique, plutôt que de reconduire éternellement les mêmes dispositifs. Évidemment, si on s'intéresse non plus au sujet, mais à la peinture pour la peinture et à comment signifier en peinture, la touche va s'élargir. La touche s'élargit chez Cézanne, elle est beaucoup plus présente chez Van Gogh, et elle va prendre un tour tout à fait différent encore. Par exemple, chez Matisse en 1904, Matisse qui revient d'avoir d'une petite visite à Signac. Matisse, dans le tableau Lux, calme et volupté, il est allé dans le sud de la France rencontrer Signac. Signac, c'est un néo-impressionniste qui a théorisé le divisionnisme. Cette idée qu'il est allé en partie puiser chez Chevreul, hein, chez on pourrait les appeler presque des physiologistes, hein, qui étudiaient les mécanismes de la vision au XIXe siècle, la manière dont les couleurs se forment sur la rétine et comment fonctionne vraiment physiologiquement l'œil. Et l'idée de Signac, c'est que, si je résume très brièvement son dispositif, c'est que si sur une toile je mets des petites touches de jaune et de bleu, à distance, sur la rétine, on peut voir du vert. Alors évidemment, c'est très complexe, ça suppose des rapports d'échelle entre l'endroit auquel on est pour regarder le tableau, une épaisseur de touche dans le rapport à la forme, à la figure, etc. Bon. Henri Matisse ne retient pas cette idée du divisionnisme. Il ne va pas aller jusque-là, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est vraiment le travail de la touche chez Signac, mais lui va plutôt s'intéresser, mais en se fondant aussi sur des théories scientifiques du XIXe siècle, ou même en remontant, par exemple, au cercle chromatique de Goethe au XVIIIe, aux oppositions entre les primaires et les complémentaires, et à la manière dont l'opposition entre couleurs primaires et couleurs complémentaires structure la vision des individus. Alors maintenant, c'est relativement bien si, comme moi, vous avez des lunettes, vous allez chez l'ophtalmo, on vous fait regarder des lettres d'abord sur un fond vert, puis après sur un fond rouge. Et puis il y a des gens qui voient mieux sur rouge. Ouais, c'est les complémentaires. Alors évidemment, les complémentaires, c'est ce qui va donner à Matisse l'idée de construire tout son langage plastique sur la couleur et de structurer le rapport aux formes, le rapport au ton, en réfléchissant à ce qu'on appelait à l'époque le ton local, etc., en passant par la couleur. Il fait référence à Baudelaire. Lux, calme et volupté, tout n'est que luxe, calme et volupté. Ça, c'est pour vous montrer que l'art est un sport collectif et que la modernité, il y avait une grosse équipe. Et que les peintres font référence aux poètes modernes. Les poètes modernes, dans leur critique, parlent essentiellement des peintres modernes. C'est un travail collectif. Un travail collectif qui vise d'abord à saper le pouvoir symbolique, politique, économique des académies. C'est un pouvoir qui vise à installer dans l'espace public une polémique. C'est vraiment un discours polémologique qui vise à installer un espace logique et à le faire exister. Et c'est mieux de le faire exister en parlant de plein d'endroits différents plutôt que... voilà. Donc, c'est un réseau, la modernité. Matisse qui réfère à Baudelaire, Baudelaire qui réfère, etc., etc. Et ce réseau, l'entrée dans ce réseau vous signale comme un militant, comme un... Il y a des lieux aussi pour défendre ce réseau. Des revues, notamment des revues dans lesquelles se font les débats artistiques. La revue Blanche, d'autres revues plus tard en fonction des époques, mais qui sont des lieux de confrontation intellectuelle, de confrontation des travaux, etc.
Alors, c'est plus tant dans les salons qu'on se confronte artiste à artiste. Dans le sens où, avec l'histoire du salon des refusés, et puis, vous savez, la réaction de Napoléon III qui avait dit sous la pression de ceux qui étaient refusés, bah, écoutez, oui, après tout, c'est au public de juger, donc ceux qui ont été refusés, on leur fait un salon pour eux. Mais ce n'est pas le même que les salons officiels des académies. Donc, c'est plus dans les mêmes espaces. Mais il n'empêche que, souvenez-vous, Salon d'automne 1905, Louis Vauxhall, éminent critique d'art français de l'époque, c'est la petite histoire, c'est la même histoire que le Big Bang. Hein. Alors, c'est aussi une légende forgée par les modernes. Ce serait crié ah, c'est la cage aux fauves, devant les tableaux de Derain, Matisse, etc. Évidemment, pour critiquer le travail, et c'est le terme qui est resté, mais qui a été repositivé, c'est-à-dire que se sont réappropriés les artistes, et qui a été repositivé pour devenir un signe de ralliement. Donc on prend le stigmate de l'ennemi, et pof, on le retourne à l'envoyeur. Voilà. Oui, c'est la même histoire pour le Big Bang. C'était un physicien qui était opposé à la théorie de l'explosion initiale, qui un jour avait déclaré à la radio américaine « Oui, cette théorie, c'est un peu comme s'il y avait eu un Big Bang d'un coup. » Et c'est le terme qui, aujourd'hui, désigne... voilà, alors bref. Si je dois maintenant réfléchir au concept d'avant-garde, là je suis plutôt en désaccord avec Béatrice Joyeux-Prunel qui fait remonter l'avant-garde très très loin, et notamment parfois dans des endroits où l'articulation entre le politique et l'esthétique n'est pas aussi flagrant qu'il y paraît. Moi, il me semble qu'il y a un endroit où s'invente la tradition de l'avant-garde, parce que tout ça est affaire de tradition. C'est vraiment dans le futurisme italien. La tradition commence par un manifeste. Il y a une grammaire des avant-gardes. On ne peut pas construire une avant-garde comme ça en faisant n'importe quoi. Il y a comme une tradition à respecter. La première, c'est de manifester publiquement les idées que l'on va défendre et de les exprimer de la manière la plus polémique possible. Si vous pouvez avoir une bagarre lors d'une exposition ou un affrontement verbal important, voire la police, c'est très vendeur. Et c'est une stratégie. C'est vraiment une stratégie qui est dûment réfléchie, etc., etc. Cette stratégie, elle remonte, elle a des devanciers. Alors, il y a peut-être déjà quelque chose un peu comme ça chez les non-impressionnistes, mais surtout, il y a les hydropathes au XIXe siècle. Il y a un certain nombre de collectifs d'artistes, écrivains, de gens de la bohème parisienne, montmartroise de la fin du XIXe, qui produisent un certain nombre de gestes qui sont des gestes strictement polémiques, ironiques, avec une très forte charge burlesque, etc., de manière à faire tomber l'esprit de sérieux du monde de l'art, etc. Alors, Marinetti, qui a rédigé ce manifeste, donc le manifeste a été publié pour la première fois en français en 1909, le samedi 20 février 1909, dans le Figaro. Alors, là aussi, c'est une question de stratégie. L'endroit où ça se passait, comme on dit aujourd'hui, c'était Paris. Donc, quand vous vouliez lancer une petite aventure avant-gardiste, il fallait quand même aller à l'endroit vers lequel tous les regards se tournent. Et donc, l'endroit vers lequel tous les regards se tournent, c'est Paris. Donc, il faut publier dans un journal qui, à l'époque, était un haut lieu de la polémique et du débat d'idées, notamment littéraire et artistique. Le manifeste du futurisme, vous le connaissez, il témoigne à la fois d'un rapport à la syntaxe très déconstruit,
ils déboulonnent des icônes au kilomètre, il y a une forme d'iconoclasme assumé, etc. Vous avez alors toutes ces petites intuitions très fortes des avant-gardes, hein, qui sont devenues une tradition, déboulonner les idoles, construire une nouvelle attitude, et surtout on articule, hein, le programme de l'avant-garde est clairement établi. Il s'agit dans la main droite de transformer les langages esthétiques, peinture, sculpture, etc., et dans la main gauche de transformer la société de fond en comble. Donc il y a un manifeste futuriste pour tout, pour la manière de s'habiller, pour... vous voyez ce que je veux dire, hein, l'idée étant que l'avant-garde doit penser à la transformation sociale conjointement avec la transformation des langages artistiques. Là encore, le futurisme italien, avant de verser dans le fascisme, pour partie seulement d'entre les artistes et les protagonismes du fasciste, mais en tout cas, Mussolini a été ouvertement fasciste, et comme c'était un peu le chef de file, il a entraîné le futurisme du côté du fascisme. Ceci pour dire qu'il y avait quand même un fond qui était l'anarcho-syndicalisme, et notamment les théories de Sorel, qui étaient très en vogue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et dans cette toile de Cara qui date de 1910, vous voyez que c'est les funérailles d'un anarchiste qui est mort, et le cortège est attaqué par la police montée. Cet événement politique devient l'enjeu d'une espèce de structuration de dynamique picturale, hein, et là on comprend la recherche du mouvement, des dynamiques visuelles du mouvement, à la fois dans le rapport à la composition, dans le rapport aux angles, aux circulations du regard, mais il y a aussi un propos politique. C'est aussi, à cette époque-là, Cara est anarchiste. 10 ans plus tard, ce sera un nationaliste virulent, mais à cette époque-là, il est encore anarchiste. Luigi Russolo, lui, il va rester plutôt à gauche. Hein, il va être exclu du futurisme précisément parce qu'il refuse d'adhérer au fascisme. C'est le père de l'art des bruits, et vous voyez que dans cette toile, il réfléchit aussi à quelque chose qui relève du dynamisme pictural, c'est-à-dire comment intégrer le mouvement dans un espace plan et a priori dénué de mouvement, comment construire une dynamique de l'espace avec des moyens qui sont ceux de la peinture, mais il le fait en décorrélant, si vous voulez, le tableau d'un événement politique précis. C'est la révolte en tant que telle. Et c'est la révolte presque en tant que métaphore. C'est presque une révolte de la peinture contre la peinture. C'est plus connecté à... C'est le portrait de Daniel-Henri Kahnweiler, et je ne vais pas vous parler du cubisme et de la construction en facette, de la déconstruction des points de vue ou dans le plan, mais simplement vous dire que Kahnweiler, c'est un personnage décisif. C'est un collectionneur, un marchand d'art. Aujourd'hui, ce serait un grand galeriste comme Gagosian ou Saatchi, etc., qui a mis sa fortune au service de la modernité et qui a réussi non seulement à faire vivre des artistes, mais à constituer un fonds important d'œuvres. Car au moment où les principaux musées européens, nord-américains vont décider de faire rentrer la modernité dans leur collection, il va bien falloir aller chercher des œuvres. Et c'est le moment où ces grands marchands d'art vont se tenir prêts à mettre à disposition leur collection, etc. Et puis en regroupant les œuvres comme ça, ils ont permis aussi à ce qu'une mémoire de la modernité et des avant-gardes ne disparaissent pas. Donc c'est vraiment toujours l'histoire du sport collectif. Des écrivains, des marchands, des collectionneurs, peu mais fortunés et qui sont des militants de la modernité et qui vont
soutenir des artistes, mais jusqu'à la mort, et tout ça dans une dynamique collective dans laquelle tout le monde avance collectivement dans un même but, qui est de créer un espace social pour ce récit de la modernité, et si possible de le faire gagner. Je vois l'heure qui tourne, alors avant de repartir sur les tableaux, je voudrais vous montrer un diagramme qui date de 1936. À l'époque, Alfred Barr est donc le directeur du MoMA. Le MoMA vient d'ouvrir en 1929. C'est aussi un critique d'art qui est associé, qui est un militant de la modernité. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ce diagramme est d'emblée une mise en récit historique qui se fonde sur le discours des peintres modernes ou des artistes modernes et des avant-gardes. Et ce qui est particulier, c'est que ça a été muséifié quasiment, vous voyez, à 20 années d'écart. Le MoMA est devenu très rapidement l'un des lieux les plus importants au monde qui a porté le récit de la modernité. Il l'a d'autant plus porté à un moment où la modernité s'est en partie effondrée en Europe du fait de la montée d'un certain nombre de pouvoirs politiques qui ont vu la modernité comme un ennemi. Parce qu'après tout, Mussolini, la lune de miel avec le futurisme italien n'a pas été de très très longue durée. Très rapidement, Mussolini est retourné à l'Empire romain, parce que l'Empire romain lui permet de mobiliser l'imaginaire impérial, et c'est beaucoup plus vendeur politiquement pour un dictateur que ce que pouvait lui vendre comme imaginaire, et en tout cas l'efficacité de l'imaginaire futuriste à l'époque. Il n'empêche que la troisième génération futuriste, celle qui va se signaler de manière assez terrible dans l'aéropeinture, on a quand même des jeunes gens dans les années 40 en Italie qui sont des militants fascistes très très décidés, et c'est une peinture assez terrifiante dans ce qu'elle dit de l'écueil du futurisme dans son rapport aux politiques, puisque vous avez des vues d'avions en piqué qui sont en train de mitrailler des immeubles, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'aéropeinture. C'est l'exaltation des combats aériens. C'est une peinture très esthétisante, vraiment sans grand intérêt, où le dynamisme a perdu toute espèce de fond ou de sensibilité, et n'est là qu'au profit d'une exaltation de la force militaire, de l'effort de guerre, etc. Donc, c'est compliqué. Par exemple, après la Révolution de 17, les avant-gardes russes, constructivisme, suprématisme, etc., ils ont été des faire-valoir de la Révolution. Ils ont milité pour la Révolution. Mais dès la mort de Lénine, c'est 24, dès 26, les choses commencent à tourner sacrément mal. C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui pensaient, comme Goncharova, comme Malevich, que la construction de l'homme nouveau, ça allait passer par la propagation des idées modernes dans les arts, ils ont dû manger leur chapeau quand on leur a demandé de faire des bustes de Lénine au kilomètre. Donc en Italie, ça se casse la figure. En France, il y a une certaine réserve institutionnelle. Et si on regarde par exemple dans le champ de la sculpture, la réception de l'œuvre de Rodin dans son époque est assez rugueuse. Mais deux de ses élèves, je pense notamment à Mayol, vont réussir à construire une espèce d'espace pour une modernité un peu tempérée, qui est plus institutionnalisable que ne pouvait l'être la sculpture de Rodin ou même la sculpture d'un Brancusi, pour parler d'un contemporain de Mayol. Je pense à des sculptures comme la Méditerranée
où vous avez des corps de femmes avec des rondeurs, ouais, vraiment une espèce de formalisme, un corps très tubulaire. Ouais. Et j'ai surtout choisi de ne pas parler de Duchamp. Parce que Duchamp complique énormément la donne. Duchamp est un peu émargé dans cette histoire-là. Il est difficilement classable et pourtant il ouvre des perspectives encore autres dans ce récit de la modernité. Alors, il faut bien voir que c'est un récit qui a été construit au forceps par une équipe de foot très militante qui a gagné sa guerre. C'est une guerre culturelle et ils l'ont gagnée. Elle s'est installée, elle a dominé l'espace historiographique, elle est passée, mais comme une lettre à la poste, des revues militantes de la modernité au CIMES des plus grands musées européens. Et vous verrez lors de la deuxième séance qu'une part des réactions très fortes et une critique de l'intérieur de la modernité qui démarre dans le milieu des années 50 tient une espèce de rattrapage de cette opération critique et historiographique qui n'a pas été faite. Et de ce récit qui a été livré un peu voilà, sans mise en perspective, et qui a été repris par les plus grandes institutions culturelles, qui a servi aussi un discours politique, cette fois de pays, pour celles et ceux qui avaient assisté aux No Class l'an dernier, au moment où il faut que les Américains remettent d'aplomb le Japon, en 1945, pour couper l'articulation, la courroie de transmission qu'il y avait entre la culture classique japonaise et l'idéologie impériale, il fallait réinstaller la modernité pour couper ça et déconstruire le rapport, enfin la culture impériale au fond, et faire en sorte qu'elle n'ait plus d'assises. Et donc qu'une idéologie impériale ne puisse plus se reconstruire. J'ai été en Corée cette année et c'est très différent en Corée, attendu que la Corée n'a pas été un ennemi des États-Unis. Donc en Corée, l'installation de la modernité a été plus tardive par les Américains, ils ont apporté beaucoup plus tardivement, et seulement à partir du moment où le conflit avec la Corée du Nord s'est structuré, et cette fois, la modernité artistique a servi de rempart vis-à-vis de l'idéologie communiste. Ce qui peut paraître paradoxal quand on sait que une grande partie des avant-gardes historiques, une grande partie des artistes dont on peut parler entre 1914 et 1930 avaient parfois plus que des affinités avec l'idéologie marxiste. Mais néanmoins, il y a eu aussi une utilisation dans le cadre du plan Marshall, dans le cadre de grands programmes menés par les affaires étrangères américaines et des grands plans en termes de politique extérieure, il y a eu une instrumentalisation de la modernité en tant qu'elle est porteuse d'un discours de rupture avec le passé, d'individualisme méthodologique, hein, c'est l'individu qui prime sur le collectif, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et ouvrir la discussion. J'ai choisi de vous montrer plutôt de la peinture pour ne pas m'éparpiller. Mais évidemment, c'est très discutable comme choix. Je vous montre de la peinture aussi parce que ce récit qui s'est construit, il s'est construit essentiellement sur et à propos de la peinture. C'est dans toutes les pratiques artistiques ne parlaient pas aussi fort à la même époque, et la grande pratique, celle qui parlait pour tout l'art, qui avait valeur générique, c'était la peinture. Donc il m'a semblé plus important de regarder ce qui se passait dans le champ de l'histoire picturale plutôt que de m'éparpiller à droite ou à gauche. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre pour autant que je puisse y répondre. Oui ? J'ai l'impression que
nom de la personne que vous avez citée tout à l'heure à l'essai sur aliénation et accélération. Ah oui, c'est Harmunt, H-A-R-M-U-N-T, c'est son prénom. Rosa, comme la rose en latin dans la déclinaison bien connue. Aliénation et accélération aux éditions La Découverte. C'est du classique, hein. Ce soir on commence par la base. Oui. Oui, j'arrête à 1914. J'arrête à 1914 comme j'arrête avant Duchamp, parce que là, il me faudrait 2 heures de plus. Évidemment, Dada est une rupture dans l'espace logique des avant-gardes. C'est une avant-garde qui ne va pas fonctionner tout à fait comme une avant-garde, qui ne va pas toujours se dire comme étant une avant-garde. Ça dépend si on est Dada à Berlin, ou si on est Dada à Zurich, ou Dada à Paris, ou Dada encore ailleurs. Les Berlinois ont été ouvertement spartakistes et certains d'entre eux ont pu aller sur les barricades avec des fusils. Donc ils ont véritablement fait la révolution. En revanche, il y a une défiance très importante de Tristan Tzara au moment du cabaret Voltaire à Zurich vis-à-vis du politique. Défiance qui va amener sa rupture avec les futurs surréalistes bretons au moment de l'épisode parisien. Mais ça aussi, les choses se renversent parce que Tristan Tzara réintégrera le surréalisme dans les années 30 et deviendra une figure intellectuelle du Parti communiste français. Mais effectivement, Dada est une incongruité. Les avant-gardes dont j'ai parlé ont été en grande partie nationales. Tout en ayant, elles sont en grande partie nationales, tout en ayant vocation à être internationales. Parce ils ont le sentiment de parler pour l'universel. Et puis, je dirais, c'est faute d'avoir rencontré ou d'avoir été en corrélation avec des artistes éloignés, mais s'ils avaient été en corrélation, ça aurait pu marcher. Dada, en revanche, est immédiatement international. D'une part parce qu'au moment où il naît à Zurich, c'est un réservoir de conjurés russes. Lénine vit à une 50aine de mètres du cabaret Voltaire au moment même où le cabaret Voltaire existe. Il est en exil, comme chacun sait, après la révolution avortée de 1905. Vous avez des déserteurs qui se réfugient là parce qu'ils ne veulent pas, combattre pour les Allemands, pour les Italiens, etc. etc. L'idéologie anarchiste est très fortement présente dans ce terrain suisse, notamment avec l'expérience de Monteverita dans le Jura suisse. Donc là, il se passe quelque chose qui est un peu une incongruité par rapport aux avant-gardes en général. Est-ce que c'est une limite historique vraiment, ou là c'est l'idéologie de ta part aussi? Parce qu'ils sont beaucoup plus intempestifs que les modernes. C'est une limite idéologique qui est... non, c'est plutôt une limite historique qui tient aux conditions de l'époque. C'est-à-dire pour moi, l'entrée en guerre de 1914 est une vraie rupture qui rebat les cartes. Déjà parce que l'Autriche-Hongrie n'existera plus à l'issue de la guerre et que cet épisode, comme la Seconde Guerre mondiale, va amener un certain nombre d'exils, de reconfiguration des scènes artistiques. C'est plutôt c'est pour ça que je me suis arrêté en 14. Et puis après, aussi parce qu'en 1h15, il était décemment pas possible d'aller plus loin. Alors il aurait fallu que je parle encore plus vite et D'autres questions? Oui? Non? Oui? Non, juste peut-être une petite
Oui, là, il marche vraiment. Ouais, là, j'entends. Bon. Non, c'était juste une petite remarque sur Béatrice Joyeux-Prunel. Et effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais assisté à une conférence d'elle, et j'ai lu un peu son livre, qui est assez conséquent. Oui. Donc en fait, pour le digérer un peu, je l'ai abordé plus par fragments, par partie. Et elle m'a dit « Ah, c'est bien, tant mieux, je voulais qu'on puisse l'aborder comme ça ». Et simplement, ce qui était étonnant dans son exposé, c'est justement, vous parliez d'un rapport ethnocentré et aussi très viril, comme ça, c'est qu'effectivement, dans le récit de la modernité, on ne sort pas des grandes figures des masculines. Et vous avez cité Goncharova, effectivement, par exemple, vraiment très intéressante. Et il y a plein de femmes, justement, dans le mouvement aussi Dada, qui sont vraiment passionnantes et qui ont des côtés très, dans la pratique, très hybrides, dans l'objet, la peinture mêlée, en fait, où cette hybridation, elle est vraiment intéressante, qui frôle aussi avec le théâtre, avec la marionnette, etc. Et je trouve que c'était étonnant parce que dans sa conférence, elle n'a montré que des œuvres d'hommes. Et elle a continué le récit en expliquant que de toute manière, elle l'explique dans son livre aussi en introduction, en disant oui, mais de toute façon, le pouvoir était aux hommes et je ne parle que des hommes parce que c'est le récit qui veut ça. Mais c'est presque comme si ça perpétuait aussi ce récit en permanence et on n'en sort pas. Et c'est comme si... Alors du coup, il faudrait quand même, à un moment donné, se dire qu'on peut changer les choses et proposer autre chose. C'est comme cette histoire aussi du primitivisme, un terme qui est encore utilisé aujourd'hui, alors qu'on pourrait dire maintenant, oui, je l'utilise, mais parce que... Je dis ça parce que j'ai suivi une visite de Matisse là, récemment, et ce terme était encore employé. On peut se dire, oui, on peut faire référence à l'époque où on l'employait, donc du coup, je dis primitivisme, mais peut-être qu'on peut passer aussi à autre chose et l'abandonner pour la modernité, pour la faire vivre d'une autre manière et Alors réinventer. Le fond de ma pensée, c'est que je suis globalement très d'accord, mais je ne suis pas sûr que Dada soit si compatible que ça avec la modernité. Par exemple, quand on lit les manifestes de Tzara, il évacue toujours la question de l'affiliation à la modernité. Alors, c'était très contradictoire dans le dadaïsme. Il y a eu des dadaïstes pro-modernes et d'autres qui voulaient ne pas se retrouver dans une polémologie à deux termes. Tzara a cette faculté à toujours essayer de se sortir des conflits binaires. Et donc, il avait tendance à considérer que le discours et les débats sur la modernité vous enfermaient dans une case ou dans l'autre, et que Dada avait vocation déjà à détruire toutes les cases, donc à ne pas s'enfermer dans l'une ou dans l'autre. Du coup, de mon point de vue, c'est vrai que Dada est beaucoup plus intéressant. J'avoue ma préférence. Et c'est comme pour Fluxus, c'est dans ces mouvements-là qu'on va trouver les femmes, les personnes discriminées ou racialisées, notamment dans Fluxus les Noirs ou les Asiatiques, qui accèdent à la profession artistique dans cet espace-là et pas ailleurs. C'est dans des endroits où, par exemple, la déconstruction des médiums est bien plus poussée qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la peinture dans le dadaïsme? Je ne sais pas. En revanche, il y a Isadora Duncan qui passe de la danse. Vous voyez, on est déjà dans quelque chose qui... c'est un gros mot et presque un anachronisme, je ne devrais pas dire ça. On va dire que je ne suis pas historien pendant 2 secondes. C'est presque du post-médium. Avant Rosalind Krauss, les textes des années 90. Et donc oui, je suis d'accord, j'avoue, le dadaïsme est beaucoup plus intéressant que... mais le dadaïsme est un peu à l'extérieur de la modernité, en tout cas, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Ou c'est le ver dans le fruit, vous voyez. Et le dadaïsme mériterait
un espace à lui tout seul. À mon avis, il est très difficile, sinon on lui tord le cou, de le traiter à travers l'angle de la modernité. Et c'est clair que ce récit, il est viriliste. Quand on regarde les rites de passage des avant-gardes, la construction de la polémique, les coups de poing, les insultes, c'est viriliste. C'est la raison pour laquelle il y a rarement eu de femmes, parce qu'il n'y a pas d'espace pour les femmes dans ces avant-gardes, ou alors elles sont renvoyées à des tâches subalternes comme d'habitude. Donc oui, et c'est ce récit. Alors, en fait, je vais vous emmener vers une critique de ce récit-là dans les années 50 avec le postmodernisme. Parce que l'endroit où a été critiqué rétrospectivement ce récit, c'est dans les années 50. Dans les années 50, où il y a une convergence entre des artistes, à nouveau des artistes, des écrivains, des philosophes, des sociologues, qui vont autopsier le récit de la modernité et en faire sortir tout ce qu'il peut y avoir d'aliénant, malgré le discours d'émancipation que portait en grande partie l'espace logique de la modernité. Et dans l'époque, c'est plutôt un affrontement avec le dadaïsme. Par exemple, l'idéologie du progrès, il n'y a rien de plus non conforme à l'état d'esprit du dadaïsme. L'idée d'une histoire téléologique et linéaire, il n'y a rien de plus étranger à l'état d'esprit du dadaïsme aussi. Et c'est vrai que une attention non coloniale aux arts extra-européens et à la reconnaissance d'une historicité des arts extra-européens, c'est Einstein, Karl Einstein, qui est un écrivain artiste dadaïste et ethnologue critique d'art. Et c'est l'un des seuls dans l'époque qui a une attention véritable en fait à la sculpture africaine ou océanienne. Oui, donc voilà, le dadaïsme c'est génial. Oui, juste une dernière chose aussi qui m'a intéressée, c'est cette idée aussi de l'usage européen. Oui. Parce qu'effectivement, on peut remonter un peu avant et se dire qu'il y a déjà ce contraste entre un monde occidental et un monde oriental. Déjà, au Moyen-Âge, cette division du monde dans des sphères où, là aussi, les limites de ce qu'est le monde occidental, c'est pas non plus très Oui, c'est pour ça que j'emploie le terme européen et jamais occidental. Voilà, c'est ce que j'ai... Voilà. C'est intéressant parce que tout ça, ça vient aussi de cette dimension-là, puis ça se transforme en... Là, il y a un très beau livre d'Hans Benting qui revient sur un autre grand récit de l'art européen, qui est la construction de la perspective. Et qui, vraiment en creusant les sources, les archives, etc., a démontré qu'il n'y aurait jamais eu d'invention de la perspective à la Renaissance à Florence sans les mathématiciens arabes. Comme la bibliothèque d'Alexandrie avait brûlé, on est passé par des textes bilingues dans lesquels les mathématiciens arabes avaient traduit notamment des traités de mathématiques antiques, d'Euclide, etc., et qui ont recirculé vers l'espace européen grâce aux échanges marchands, notamment de Venise, etc. Bref. Et il démontre que cette idée que la figure de l'artiste qui se crée, la sortie des arts mécaniques pour aller vers les arts libéraux, l'artiste comme intellectuel, etc., et d'en faire l'alpha et l'oméga de l'occidentalité, de l'art occidental, il fallait qu'on revoie un petit peu notre récit, parce que quand même, si ce n'était pas passé par les dynasties des Omeyyades et par un certain nombre d'intellectuels arabophones, il n'y aurait jamais eu en tout cas, on aurait eu une histoire de l'art italien bien différente. Donc effectivement, je préfère les indexations géographiques et historiques plutôt qu'Occident, qui est très piégeux. Bon. Eh bien, je vous remercie. Donc, on va critiquer ce récit la prochaine fois.